Les 4 filles du docteur March. Bonjour. En Amérique, vers 1860, ce n'était pas facile pour Meg, Jo, Beth et Amy de vivre sans leur père, partis pour la guerre de sécession, un conflit qui opposait les États du Nord à ceux du Sud. Il n'y avait pas beaucoup d'argent à la maison, mais l'amour de leur mère leur faisait un peu oublier ces durs moments. Écoutons comment vivaient ces 4 sœurs, très différentes les unes des autres. C'est la veille de Noël, et dans la maison du docteur March, les 4 filles se désolent. Elles n'ont chacune qu'un malheureux dollar en poche, et elles ont bien sûr envie de tout. Jo, qui est un véritable rat de bibliothèque, se plaint la première. « Je suis d'accord de ne rien recevoir de mère ou de vous 3, mais je tiens à m'acheter des livres. » Beth, elle, est si timide que personne ne l'entend murmurer « Et moi, qui voulais m'acheter de nouvelles partitions pour jouer au piano ?» Assise près du feu, Meg, qui est l'aînée et la plus coquette, secoue tristement la tête, songeant à tous les beaux vêtements qu'elle aimerait s'offrir. En revanche, Amy, la petite dernière, qui passe son temps à dessiner, n'est pas prête à faire le moindre sacrifice. « Je vais m'acheter une nouvelle boîte de crayons, j'en ai absolument besoin. » Persuadée que sa petite sœur a raison, Jo déclare aussitôt d'un ton vif « Achetons chacune ce qui nous fait plaisir. Nous travaillons assez dur après tout. » À ces mots, des gémissements résonnent dans toute la maison. Meg commence la première. « Quand je pense que je fais la classe à longueur de journée à des enfants insupportables, alors que je rêve de m'amuser. » Jo lui coupe la parole en bougonnant. « Mon sort est 2 fois plus affreux que le tien. Que dirais-tu si tu devais passer 2 heures cloîtrée chez la tante March? Quelle vieille acariâtre !» Oubliant sa timidité, Beth rétorque. « Croyez-vous que c'est drôle de rester ici, à s'occuper de la vaisselle et du ménage? Mes doigts sont si engourdis que j'ai du mal à faire mes gammes. » Amy, elle, trouve que ses sœurs exagèrent. « De nous 4, c'est bien moi la plus à plaindre, car vous n'êtes pas obligés d'aller à l'école. » Tout en rêvant des livres qu'elle va s'offrir, Jo s'allonge par terre et se met à siffloter. Mais ces manières ne plaisent pas du tout à Meg, qui prend très au sérieux son rôle de grande sœur. « Jo, mais arrête de siffler, on dirait un garçon, et cesse de relever tes cheveux ainsi, tu es une jeune fille. »« Ah non alors, je veux pas devenir mademoiselle March, porter des robes longues, paraître aussi guindée qu'une reine Marguerite. C'est déjà affreux d'être une fille, alors que tout ce que j'aime, c'est les jeux, les occupations et les manières de garçon. Je meurs d'envie d'aller me battre aux côtés de père, à la guerre. Au lieu de ça, je suis obligée de rester ici, à tricoter, comme une vieille femme impotente. » Mais la pendule interrompt Jo dans sa colère. Elle sonne 6 heures, et leur mère ne va pas tarder à rentrer de son travail. Aussitôt, Meg met la table, Jo apporte du bois pour la cheminée, tandis que les 2 dernières rangent tout ce qui traîne. Il était temps. Vêtue avec élégance d'un manteau gris et d'un chapeau démodé, Madame March pousse la porte. « Alors, mes chéris, comment s'est passée votre journée? Venez vite m'embrasser. » Tout en se préoccupant de ses enfants, Madame March se débarrasse de ses vêtements mouillés et glisse ses pieds dans des pantoufles bien chaudes. Puis elle s'assoit dans la bergère, prenant Amy sur ses genoux. Les autres tourbillonnent autour d'elle, veillant joyeusement à son confort. Après quelques câlins, Madame March déclare avec une mine réjouie: « Mes chéris, après le dîner, il y a une surprise. » Les visages s'illuminent aussitôt. Jo, qui a tout de suite compris, s'écrie en lançant sa serviette dans les airs. « Oh, une lettre! Une lettre! Un triple hurrah pour papa !» Comme si elle tenait un trésor, Madame March déplie délicatement la lettre et la lit, entourée de ses filles. La vie est très dure à la guerre. Il fait froid.
Et la nourriture est maigre. Avec un léger tremblement dans la voix, Bette demande « Quand va-t-il rentrer, mère ?» Pas avant plusieurs mois, ma chérie, à moins qu'il ne tombe malade. À ces mots, les 4 sœurs se mettent à renifler, tout en se promettant de moins se chamailler et de devenir de vraies jeunes filles pour le retour de leur père. Amy va tenter d'être moins égoïste, Jo moins sauvage, Meg va s'efforcer de moins s'écouter, et Bette de travailler sa timidité. Puis, comme tous les soirs avant de se coucher, elles posent leur ouvrage et chantent avec leur mère. Excitée que ce soit enfin Noël, Jo se réveille la première. Elle glisse aussitôt sa main sous son oreiller et en retire un petit livre à la couverture rouge foncée. Puis, elle file souhaiter un joyeux Noël à ses sœurs. Chacune a trouvé sous son oreiller le même petit livre, mais avec une couverture différente. Ce livre raconte une merveilleuse aventure. C'est l'histoire de la plus belle vie jamais vécue. Et Madame March veut que ce soit un modèle pour ses filles. Elles se lèvent, dévalent alors l'escalier 4 à 4 et sautent au cou de leur mère pour la remercier. Elles s'apprêtent à déguster un copieux petit déjeuner quand Madame March les interrompt d'une voix douce. « Mes chéris, j'ai quelque chose à vous dire. Une pauvre femme vit non loin d'ici, dans une masure, avec un nouveau-né. 6 autres enfants sont blottis dans un seul lit pour ne pas mourir de froid. Et ils n'ont plus rien à manger. Mes enfants, seriez-vous prêtes à leur faire don de votre petit déjeuner de Noël ?» Les 4 filles se regardent en silence, car elles se réjouissaient tant de ces mets de fête qui changeaient de leur modeste petit déjeuner habituel. Soudain, Jo rompt le silence. « Nous vous accompagnons, mère. » Renonçant à ses mets préférés, Amy propose « Moi, je porte la crème et les gâteaux. » Meg et Bette, elles, enveloppent délicatement des galettes de sarrasin et quelques tranches de pain. À peine la famille March passe-t-elle la porte de la pauvre femme que les enfants poussent de faibles cris de joie. Pendant que Madame March fait du feu et Lange, le bébé, ses filles donnent vite à manger aux plus grands. Ils ont si faim qu'ils avalent leur lait sans respirer et croquent à pleines dents toutes les tartines. De retour à la maison, les 4 sœurs se ruent sur du pain et boivent juste un bol de lait chaud. Le reste de la journée est consacré aux préparatifs, puis à la représentation de la pièce de théâtre, écrite par Jo et jouée par les 4 sœurs devant le public admiratif de leurs petits camarades, conviés à ce spectacle palpitant. À peine est-il terminé que leur mère les appelle pour le dîner. Quelle n'est pas leur surprise quand elles aperçoivent le véritable festin qui les attend. Il y a 2 plats de glace, un à la fraise et un autre à la vanille, du gâteau, des fruits, d'alléchants bonbons français et au milieu de la table, 4 gros bouquets de fleurs. Meg déclare aussitôt « Oh, je suis sûre que c'est l'œuvre de maman. » Jo a une autre explication. « Ce doit être tante March qui a fait livrer ce dîner, dans un inexplicable accès de bonté. » Esquissant un sourire, leur mère réplique « Ah, vous vous trompez. C'est de la part de notre voisin, Monsieur Laurence. Vous savez, le grand-père de Laurie. Ce gentleman quelque peu excentrique a entendu parler de votre geste ce matin envers cette pauvre femme, et ça lui a plu. Il m'a donc demandé s'il pouvait vous récompenser avec ses friandises. » Tout en dégustant une glace, Jo s'empresse de préciser. C'est sûrement son petit-fils qui a eu l'idée d'un tel festin. C'est un garçon formidable, et j'aimerais bien qu'on soit amis avec lui. Seulement son grand-père ne l'autorise qu'à faire des promenades à pied ou à cheval avec son précepteur. Quand elle a quelques jours de vacances, Jo les passe toujours dans le grenier. C'est son refuge favori.
Et, affalée sur un vieux sofa, elle croque des pommes en dévorant des livres. D'ailleurs, elle est si bien plongée dans son histoire qu'elle n'a même pas entendu Meg arriver tout essoufflée et brandissant un carton d'invitation. « Jo, regarde, c'est formidable. Nous sommes invités chez Madame Gardiner demain soir pour le jour de l'an. Oh, maman est d'accord pour que nous y allions. Mais qu'allons-nous porter? Quelle question? Nos robes en popeline, bien sûr. Nous n'avons rien d'autre. Oh, si seulement j'avais une robe en soie. Mère m'a dit que j'en aurais une pour mes 18 ans. 2 ans encore à attendre, quelle éternité! Agacée par la coquetterie de sa sœur, Jo l'interrompt. La popeline vaut bien la soie. La tienne est presque neuve. Et la mienne... Oh, j'avais oublié qu'elle a une brûlure dans le dos. Comment faire? Tu n'auras qu'à rester le plus souvent possible assise et t'appliquer à cacher ton dos. Et surtout, Jo, promets-moi une chose. Tâche de te conduire comme il faut à cette soirée. Ne dis pas de gros mots. Le lendemain soir, tout le monde s'affaire dans la maison. Beth et Amy servent d'habilleuse, tandis que Jo essaie de boucler les cheveux de Meg. Hélas, elle fait trop chauffer le fer à briser et brûle les plus belles mèches de sa sœur. Enfin, après plusieurs mésaventures, Meg et Jo se présentent à leur mère, tourbillonnant de bonheur dans le salon. Meg a des escarpins trop serrés et Jo a la désagréable impression que les multiples épingles qui maintiennent sa coiffure sont plantées tout droit dans son crâne. Mais aucune ne souffle mot, persuadée qu'il faut souffrir pour être belle. En arrivant à la soirée, Meg rappelle à sa sœur. Surtout, n'oublie pas de cacher le dos de ta robe. Maintenant, tiens-toi droite. Marche à petits pas et je t'en prie, abstiens-toi de serrer la main des gens qu'on te présente. Ça ne se fait pas. Ah, comment t'y prends-tu, Meg? Pour connaître toutes les bonnes manières? Moi, j'y perds mon latin. Reconnaissant quelques amis, Meg se sent très vite à l'aise. En revanche, Jo n'a que faire de la compagnie des filles et de leur bavardage. Plaquée contre un mur, elle se sent aussi à sa place qu'un poulain dans un massif de fleurs. Meg est très vite invitée à danser. Quant à Jo, au moment où elle aperçoit un jeune homme s'avancer vers elle, elle se glisse dans un recoin de peur qu'il ne l'invite aussi. Malheureusement, l'endroit est déjà occupé et Jo se retrouve nez à nez avec Laurie, le petit-fils de son voisin. Un peu intimidée, elle le remercie du délicieux dîner du soir de Noël, mais le jeune garçon la met tout de suite à l'aise et lui demande « Aimez-vous danser ?» Oui, mais seulement quand il y a beaucoup de place. Dans un endroit comme celui-là, je suis sûre de renverser quelque chose. Jo et Laurie ont tant de plaisir à observer et à critiquer les autres qu'ils ont très vite l'impression d'être de vieux amis. Et c'est tout naturellement qu'ils dansent une polka effrénée dans leur coin écarté où, selon les souhaits de Jo, il y a beaucoup plus de place. Hélas, depuis cette fameuse soirée, personne n'a de nouvelles de Laurie. Jo, qui le sait timide, décide de provoquer une rencontre. Quand elle voit son grand-père partir de chez lui, elle enfile alors son manteau, sort vite dans le jardin et va jusqu'à la haie. Là, elle fait une boule de neige et la lance à la fenêtre de la chambre du jeune garçon. Et aussitôt, la tête brune toute bouclée de Laurie se montre. Avec un large sourire, Jo lui crie « Comment allez-vous? Vous avez l'air souffrant. » Oui, mais ça va mieux. J'ai attrapé un gros rhume et je suis cloîtrée à la maison. Vous avez des distractions au moins? Aucune? Oh, c'est triste à mourir ici. Eh bien, j'ai une idée. Acceptez-vous que je vienne vous tenir compagnie? Tout heureux d'avoir de la visite, le jeune garçon a soudain moins mal à la tête. Il brosse soigneusement ses cheveux et range vite sa chambre. Car, malgré les 6 domestiques employés par son grand-père, c'est un vrai capharnaüm. À peine Jo est-elle conduite à la chambre de Laurie qu'elle remarque quelques livres. Tentée, elle lui propose « Voulez-vous que je vous fasse la lecture ?»« Je préférerais bavarder. »
Si ça ne vous ennuie pas, bien sûr. Mais pas le moins du monde. D'ailleurs, Bette dit toujours qu'une fois lancée, on peut plus m'arrêter. Bette, c'est celle qui a les joues roses et qui reste souvent à la maison, je crois. Et celle qui est jolie, c'est Meg. Et celle avec les longues boucles, c'est Amy, n'est-ce pas? Étonnée de tant de précision, je lui demande « Comment savez-vous tout ça ?» Laurie devient tout rouge, puis répond « Eh bien, je vous entends souvent vous appeler. Quand je suis tout seul ici, je ne peux m'empêcher de regarder chez vous. Vous avez l'air de tant vous amuser. Pardonnez mon impolitesse, mais vous oubliez parfois de tirer le rideau à la fenêtre et je vous vois, toutes les quatre, avec votre mère. Elle a l'air si douce, votre mère. Je n'ai plus ma mère, vous savez. » À ces mots, Jo comprend davantage quelle chance elle a d'être comblée d'affection. Même si parfois ses sœurs et elle se plaignent de manquer d'argent. Très émue, elle lance à son nouvel ami. « Nous ne tirerons plus jamais ce rideau. Ainsi, vous pourrez nous voir autant que vous le désirez. Mais j'espère quand même que vous nous rendrez visite. Pensez-vous que votre grand-père accepterait ? » « Oui, si votre mère le lui demande. Vous savez, sous ses dehors bourrus, il est très gentil. Seulement, il veut que je travaille dur. D'ailleurs, il a engagé un précepteur, Monsieur Brooke, pour m'instruire. Et vous aimez l'école ? » « Je n'y vais pas. Je suis obligée de travailler pour rapporter un peu d'argent à la maison. Je m'occupe de ma grand-tante, une vieille dame pas commode. » Connaissant son goût pour les livres, Laurie emmène Jo dans la bibliothèque de son grand-père. Impressionnée par la quantité d'ouvrages, Jo ne peut s'empêcher de les contempler, affalée dans un fauteuil. Soudain, la sonnette de l'entrée retentit. La jeune fille se lève d'un bond, s'exclamant avec inquiétude « Oh, Laurie, c'est votre grand-père !»« Mais qu'avez-vous ? Ne disiez-vous pas que vous n'aviez peur de rien ?» Tandis qu'elle rassure Jo, Laurie est soudain appelée par un domestique. Le docteur vient d'arriver et doit lui administrer sa dernière piqûre. La jeune fille reste donc seule dans la bibliothèque, admirant un magnifique portrait de Monsieur Laurence. Et elle en fait un commentaire à voix haute. « Ah, maintenant je sais que je n'ai pas à le redouter, car il y a de la bonté dans son regard, malgré sa bouche sévère. Oh, il n'est pas aussi bel homme que l'était mon grand-père à moi, mais je l'aime bien quand même. »« Merci, madame. » En entendant cette voix bourrue, Jo se retourne vivement et se retrouve nez à nez avec le modèle du tableau, le grand-père de Laurie, en personne. Plongée dans sa contemplation, en effet, la jeune fille n'a pas entendu la porte de la bibliothèque s'ouvrir. Après un terrible silence, le vieux monsieur prend la parole. « Alors, comme ça, vous ne me redoutez pas ? » ?»« Pas beaucoup, monsieur. »« Et, à votre avis, je ne suis pas aussi bel homme que votre grand-père ? » ?»« Pas tout à fait, monsieur. » Le vieil homme se lisse un instant les moustaches, puis ajoute « Mais vous m'aimez bien quand même. » »« Oui, monsieur. » La réponse de Jo plaît au vieux gentleman. Il laisse échapper un petit rire et serre la main de la jeune fille. Puis il la prend par le menton, lève son visage et l'examine longuement avant de poursuivre. « Oh, vous ne ressemblez pas à votre grand-père, mais vous avez hérité de son caractère. Au fait, que fabriquiez-vous ici avec mon garçon ? Vous pensez qu'il a besoin de distraction, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, monsieur. Il a l'air un peu seul. Aussi, je me permets de vous demander s'il peut venir jouer chez nous. » »« Vous avez raison, mon enfant. J'ai couvé ce gamin comme une mère poule. » Puis,
Entendant la pendule sonner, le gentleman propose à Jo. « Ah, c'est l'heure du thé. Mademoiselle, donnez-moi le bras et accompagnez-moi au salon. » Et quand Laurie redescend de sa chambre et franchit la porte du salon, il s'arrête net. Jo est bras dessus, bras dessous, avec son redoutable grand-père. De retour chez elle, Jo raconte tant et si bien ses aventures de l'après-midi que toute la famille March n'a qu'une envie, rendre visite à ses voisins. Faisant de plus en plus connaissance avec les filles March, Laurie se comporte peu à peu en frère. Et le vieux gentleman s'émeut de les voir s'amuser tous ensemble dans le grand salon. Seul Monsieur Brooke s'inquiète, car son élève pense de moins en moins aux études. Souvent invitées dans la grande maison, les filles de Madame March s'en donnent à cœur joie. Meg se promène à loisir dans la serre et compose de merveilleux bouquets. Jo engloutit avec un appétit d'ogre les ouvrages de la bibliothèque et Amy copie des tableaux. Bette, elle, toujours très timide, n'ose effleurer les touches d'un splendide piano à queue. Mais le vieux gentleman, remarquant la fascination que la petite fille a pour l'instrument, se tourne vers Madame March et lance d'une voix claire. « Madame, mon petit-fils néglige un peu son piano, et je crains que si personne ne l'utilise, cet instrument risque de s'abîmer. L'une ou l'autre de vos filles ne voudrait-elle pas venir jouer de temps à autre ?» Puis, sentant la grande timidité de Bette, le vieil homme précise aussitôt. « Bien sûr, celle qui jouera n'aura nul besoin de voir ou de parler à quiconque. Il lui suffira de venir à l'heure qui lui convient. » À ces mots, une petite main se glisse dans celle du gentleman. Bette, les yeux emplis de gratitude, surmonte soudain sa timidité. « J'adore la musique. Je veux bien venir. Si vous êtes sûr que je ne dérangerai personne. » Esquissant un sourire, le vieux gentleman caresse alors doucement les cheveux de Bette et se baisse pour l'embrasser sur le front. Les jours suivants, Bette franchit discrètement la porte de la grande maison, puis se glisse aussi silencieusement qu'une souris dans le salon, regardant sans cesse autour d'elle. Mais dès qu'elle touche le clavier du piano, sa peur s'envole et la petite fille joue parfois jusqu'au dîner. Un jour, cependant, Bette doit aller faire une course au village. Et quand elle revient chez elle, ses sœurs, toutes excitées, lui ouvrent grand la porte en criant « Bette, regarde !» La petite fille pâlit soudain de ravissement. Un petit piano d'étude est là, devant elle, le clavier grand ouvert. Tremblant d'émotion, elle demande d'une voix fluette « C'est pour moi ?» Et dans un accord parfait, ses sœurs s'écrient « Rien que pour toi! Ce vieux monsieur n'est-il pas le plus gentil de toute la terre ?» À la stupéfaction générale, Bette franchit à toute vitesse l'haie des voisins et court embrasser le gentleman. Désormais, le vieux monsieur et la petite fille sont les meilleurs amis du monde. Bien que leur père manque à la maison, les 4 filles March
ne voient pas le temps passer tant elles s'amusent avec leurs jeunes voisins. Par une chaude après-midi de septembre, ils décident d'aller pique-niquer près d'une pinède. Toujours très coquette, Meg a pris un coussin pour ne pas salir sa jolie robe et coud de ses mains blanches et délicates. Beth ramasse des pommes de pin. Annie dessine des fougères et Jo lit à haute voix tout en tricotant une chaussette. Laurie, lui, allongé dans l'herbe, pense à tous les voyages qu'il aimerait faire. Soudain, il propose un jeu. Et si on se disait ce qu'on aimerait le plus dans la vie? Jo, trouvant l'idée excellente, ferme promptement son livre et lance. D'accord, commence Laurie. Eh bien, quand j'aurai assez couru le monde, j'aimerais m'installer en Allemagne et j'écouterais de la musique autant qu'il me plairait. Je serais un musicien célèbre et la terre entière se précipiterait à mes concerts. Et toi, Meg, que voudrais-tu? Moi, j'aimerais une belle maison. Elle regorgerait de biens plus luxueux les uns que les autres. Mais raffinés, vêtements élégants, beaux meubles. Avec ma grande fortune et une armée de serviteurs sous mes ordres, je n'aurais nul besoin de travailler. Je serais la maîtresse des lieux et je gouvernerais ma maison à ma guise et, très étonné, le jeune garçon l'interrompt. Et il n'y aurait pas un maître dans ton château? Soudain, très rougissante, Meg se baisse et fait mine de remettre son lacet. Agacé par les goûts de sa sœur, Jo déclare. Mais pourquoi est-ce que tu ne dis pas clairement que tu souhaites un époux séduisant, bon et sage, ainsi que quelques beaux chérubins? Quant à moi, j'aurais une écurie pleine de pur sang arabe, des pièces remplies de livres, et j'écrirais avec un encrier magique qui rendrait mes œuvres aussi célèbres que la musique de Laurie. Une chose est sûre en tout cas, je serai écrivain. Beth enchaîne aussitôt d'une voix douce. Mon rêve à moi, c'est de rester à la maison avec père et mère. Et depuis que j'ai mon piano, je suis comblée. Et toi, Ami, qu'est-ce que tu souhaiterais? Moi, je voudrais aller à Rome, peindre de beaux tableaux et devenir la plus célèbre artiste du monde. Si le printemps et l'été ont apporté la bonne humeur dans la maison des Marches, le mois de novembre, en revanche, les met en colère. Jo ne supporte pas le ciel gris et Meg bougonne de faire tous les jours la même chose. Comme tous les jours, en rentrant de son travail, Madame Marche demande à ses enfants si une lettre de leur père est arrivée. Hélas, Jo et Meg répondent que non. Mais au moment où Laurie propose de se rendre à la poste, un violent coup de sonnette retentit. C'est le facteur, et il tient un télégramme à la main. Aussitôt, Madame Marche lit les 2 phrases qu'il contient et s'effondre dans son fauteuil. Meg lui tapote vite les joues, et tandis que Laurie court à la cuisine chercher de l'eau, Jo lit le télégramme d'une voix étranglée. Madame Marche, votre époux est très malade. Venez immédiatement. Hôpital Blanc, Washington. Le silence s'abat aussitôt sur la maison. Sans un mot, les 4 sœurs se rassemblent autour de leur mère et attendent fébrilement qu'elle revienne à elle. Enfin, tout doucement, Madame Marche reprend ses esprits et déclare d'une voix sombre. Je vais partir dès que possible, mais il sera peut-être trop tard. Mes enfants, aidez-moi à affronter cette épreuve. Voyant leur mère si triste, les 4 filles éclatent en sanglots et la couvrent aussitôt de baisers. Dans un courageux effort, et après avoir réfléchi aux tâches les plus urgentes, Madame Marche demande à Laurie « Va vite envoyer un télégramme pour annoncer mon arrivée. Je prendrai le prochain train, demain, à la 1re heure. » Pendant que Laurie galope vers la poste, Madame Marche continue de donner ses instructions. « Jo, ma chérie, cours prévenir Madame King que je ne pourrai venir travailler demain. Et en route, tu achèteras quelques affaires.
Je dois emporter de quoi soigner votre père, car j'imagine que les hôpitaux sont débordés. Bette, va demander 2 bouteilles de vin vieux au grand-père de Laurie. Tant pis pour ma fierté. Je tiens à ce que votre père ait ce qu'il y a de mieux. La pauvre femme a tellement de choses à penser, et elle s'affaire si rapidement qu'elle manque à nouveau s'évanouir. En raccompagnant Bette chez elle, le vieux gentleman promet à Madame Marsh de veiller sur ses filles et annonce que Monsieur Brooke, le précepteur de Laurie, fera le voyage avec elle jusqu'à Washington. Rassurée de voir que son départ s'organise aussi bien, Madame Marsh reprend peu à peu quelques couleurs. Mais l'après-midi s'achève et Jo n'est toujours pas rentré. Alors que tout le monde commençait à s'inquiéter, la jeune fille pousse soudain la porte du salon avec une drôle de mine, tout à fait inhabituelle. Puis, d'un geste vif, elle pose un rouleau de billets devant sa mère. « C'est ma contribution pour t'aider à bien soigner père et le ramener à la maison. »« Ma chérie, où as-tu trouvé cet argent ? 25 $. Jo, j'espère que tu n'as pas commis de bêtises. »« Mais non, cet argent est à moi. Je ne l'ai ni mendié ni volé. Je l'ai honnêtement gagné. Et je ne pense pas que tu m'en voudras, car je n'ai fait que vendre ce qui m'appartenait. » Tout en parlant, Jo enlève son bonnet et déclenche aussitôt un tollé général. Son épaisse chevelure est désormais coupée à ras. Le résultat est si effrayant que Bette se met aussitôt à pleurer. Jo, feignant d'adorer sa nouvelle coiffure, console sa petite sœur. Ce n'est pas un drame, voyons. Ce petit défrichage va m'aérer les méninges. Et puis, au moins, j'aurai l'air d'un vrai garçon. Ce soir-là, les 4 sœurs montent se coucher très tard, voulant profiter le plus possible de l'affection de leur mère. Mais à minuit, alors que ses filles dorment à poings fermés, Madame Marsh pénètre sans bruit dans leur chambre et les embrasse le plus tendrement du monde. Comme les filles le demandaient, Monsieur Brooke a envoyé un télégramme pour dire que leur mère était bien arrivée à Washington. L'état de leur père est, paraît-il, sérieux, mais s'améliore de jour en jour grâce aux bons soins que lui donne Madame Marsh. De leur côté, les 4 sœurs écrivent tous les jours un petit mot, racontant leurs tâches respectives. Un jour, Bette, considérant que Meg représente le chef de famille, lui précise: « Il faut que tu ailles voir la pauvre femme à qui on a donné à manger. Mère nous a bien dit de ne pas les oublier, elle et ses enfants. »« Oh, pas aujourd'hui. Je suis trop fatiguée. Demande à Jo. » La petite fille se tourne alors vers Jo, qui lui répond aussitôt: « Je dois absolument terminer d'écrire cette histoire. Ne t'inquiète pas, Amy ira quand elle reviendra de sa course. » Mais les heures passent, Amy n'est toujours pas rentrée, et ni Meg ni Jo ne pensent à la pauvre femme. Alors, malgré son mal de tête, Bette enfile son capuchon, remplit un panier de friandises et sort en silence, dans le froid. Quand elle revient chez elle, ses sœurs sont déjà couchées. Réveillée par le grincement de la porte de la salle de bain, Jo se lève et aperçoit sa petite sœur, les yeux rouges et l'air très anxieux, en train de prendre un médicament. « Qu'est-ce qui t'arrive, Bette ?» D'un geste vif, la petite fille empêche Jo de l'approcher et lui dit d'une voix grave: « Tu as déjà eu la scarlatine ?»« Oui, et Meg aussi, il y a des années. Pourquoi ?» Bouleversée, Bette explique ce qui s'est passé chez la pauvre femme. Son bébé est mort. Il était si fiévreux que sa mère a couru chercher un docteur. J'ai pris alors l'enfant dans mes bras. Il semblait endormi. Et soudain, il a poussé un petit cri. Il a commencé à trembler. Et après, il n'a plus bougé du tout.
Le docteur est arrivé trop tard et il a dit que c'était la scarlatine. Il m'a ordonné de rentrer tout de suite à la maison prendre de la belladone, où j'aurai moi aussi la fièvre. Effrayée, Jo serre sa petite sœur contre elle et s'écrie « Non, tu ne l'attraperas pas, ô bête! Si tu tombais malade, jamais je ne me pardonnerais mon égoïsme. Oh, si seulement maman était là. » Très inquiète, Jo file réveiller Meg et Amy et leur apprend la triste nouvelle. Après maintes discussions, les 4 sœurs décident de ne rien dire à leur mère, afin de ne pas l'affoler davantage. Néanmoins, elles demandent à Laurie d'aller prévenir le médecin de famille pour qu'il ausculte Bette. Hélas, le médecin confirme que Bette a tous les symptômes de la scarlatine, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter pour autant. En revanche, il ordonne à Amy de quitter les lieux sans tarder et lui prescrit un traitement afin qu'elle n'attrape pas la maladie. La petite fille est furieuse de devoir habiter chez sa vieille tante, mais devant son air malheureux, Laurie lui promet d'aller la voir tous les jours. Au fil des jours, hélas, l'état de santé de Bette devient préoccupant. Elle se met parfois à délirer et confond de plus en plus les prénoms de ses sœurs. 2 fois par jour, le docteur vient au chevet de la petite malade, mais le 1er décembre, il l'examine plus longuement. Sans un mot, il prend sa main brûlante entre les siennes, la repose doucement, puis murmure à Meg et à Jo si Madame Marsh peut quitter son mari. Mieux vaudrait qu'elle rentre le plus vite possible. Jo s'élance aussitôt dans la tempête et envoie un télégramme à Washington. À son retour, elle croise Laurie venue aux nouvelles. À son air rempli de détresse, le garçon lui demande « Jo, que se passe-t-il ? L'état de Bette s'est aggravé. » « Oui, c'est grave. Elle ne nous reconnaît plus. Oh, Laurie, je ne sais plus vers qui me tourner. Père et mère sont à des kilomètres. » « Je suis là, Jo chérie. Raccroche-toi à moi. » Très émue de voir son amie pleurer à chaudes larmes, Laurie la prend dans ses bras et lui caresse doucement la tête. Puis, pour la consoler tout à fait, il lui avoue « Jo, j'ai quelque chose à te dire. Voilà. Mon grand-père et moi étions très inquiets ces derniers temps. Alors j'ai envoyé un télégramme à Monsieur Brooke pour qu'il dise à ta mère de rentrer. Elle est en route. Le train de nuit arrive à 2h. J'irai la chercher à la gare. » Dans son euphorie, Jo pousse violemment la porte de chez elle et annonce la bonne nouvelle à sa sœur aînée. Folle de joie, Meg lâche son ouvrage et s'empresse de remettre de l'ordre dans toutes les pièces. Seule Bette, hélas, ne peut se réjouir. Elle est maintenant dans un sommeil comateux. Très inquiet de l'évolution de la maladie, le docteur annonce qu'il reviendra dans la nuit surveiller sa petite patiente. Chaque fois que l'horloge sonne, les 2 sœurs se regardent avec des yeux brillants d'espoir. Encore quelques heures, et leur mère sera enfin là. À 1h du matin, Laurie part comme prévu à la gare. Mais hélas, le temps passe et personne ne vient. Le train a sans doute été stoppé par la neige. Debout à la fenêtre, Jo regarde dehors, songeant à quel point le monde peut être lugubre. Quand elle entend, soudain, bouger. Bette vient de se retourner dans son lit et ouvre les yeux. Jo se précipite vers elle et lui touche le front. La fièvre est enfin tombée. Et sa petite sœur reprend des couleurs. Et quand le docteur revient pour l'examiner, il confirme aussitôt la guérison. La nuit s'écoule lentement. Fatigués de veiller, Jo et Meg scrutent le paysage. Mais peu à peu, le soleil se lève et, curieusement, jamais le monde ne leur a paru aussi beau. Soudain, en voyant une calèche tourner au coin de la rue, Jo s'écrie « Ah, c'est maman, elle arrive !» Sans même prendre le temps de se couvrir, Jo et Meg courent dans la neige et se jettent au cou de leur mère. Comme une volée de moineaux, elle tourbillonne autour d'elle en poussant des cris de joie. L'euphorie est telle
que Madame March ne sait plus où donner de la tête. Mais quand elle réussit à pénétrer dans la maison, elle se dirige aussitôt vers sa petite fille et lui murmure « Ma bête chérie, maman est revenue. » Tout en caressant les mains amaigries de Bette, Madame March donne des nouvelles de son mari. Il va beaucoup mieux et pense revenir au tout début de la nouvelle année. De surcroît, M. Brooke a insisté pour rester près de lui et il le raccompagnera en temps voulu. Au nom de Brooke, Meg se met soudain à rougir et, prétextant une grande fatigue, monte se coucher. Jo, à qui rien n'échappe, lance d'une voix rageuse à sa mère. « Oh, j'en étais sûre! Meg est amoureuse de ce Brooke. Fini la vie tranquille et notre complicité. J'imagine déjà la scène. Les deux tourtereaux passeront leur temps à roucouler dans la maison et nous devrons regarder ailleurs. Elle se mariera avec lui et moi j'aurai le cœur brisé. Oh, si nous étions toutes des garçons, nous n'aurions pas ce genre de problème. » Avec la plus grande douceur, Madame March explique alors à sa fille. « Ma chérie, ne te fâche pas. Monsieur Brooke s'est montré parfaitement franc et honnête au sujet de Meg. Et il nous a confié qu'il l'aimait. Bien sûr, ta sœur n'a que 17 ans, et nous lui avons dit qu'il devrait attendre encore 3 ans avant de se marier. Enfin, ma chérie, je te demande de garder notre conversation secrète. Nous avons encore tant de bons moments à vivre avec elle. » Triste et horriblement déçue, Jo promet néanmoins de tenir sa langue avant de monter se coucher à son tour. Les semaines qui suivent se déroulent dans le calme et la paix. Amy est revenue à la maison et Bette passe ses journées de convalescence allongée sur le sofa, à coudre pour ses poupées. Mais le jour de Noël, une surprise l'attend dehors. Bette n'ayant pas encore le droit de sortir, Jo porte sa sœur près de la fenêtre. Un énorme bonhomme de neige la regarde, avec des fleurs dans une main et un grand rouleau de partitions dans l'autre. Émue de pouvoir rejouer de nouveaux airs, Bette se remet aussitôt au piano. Et c'est dans une joyeuse humeur que toute la famille s'offre de petits cadeaux. Mais une demi-heure plus tard, le bonheur est à son comble quand la porte du salon s'ouvre et que Laurie annonce d'une voix haletante « Encore un cadeau pour la famille March !» D'un pas mal assuré, Monsieur March apparaît en personne. Il tente de parler, mais un vent de folie se déchaîne aussitôt dans la pièce. Ses 4 filles l'enlacent de tous côtés et des cris de joie résonnent dans toute la maison. C'est bien sûr le plus beau réveillon de Noël. La dinde est délicieusement farcie et le pudding fond dans la bouche. Pour fêter l'événement, le vieux gentleman et Laurie sont bien sûr invités, ainsi que Monsieur Brooke, à qui Jo ne cesse de lancer des regards noirs. Après le dîner, Laurie propose une promenade en traîneau. Mais les 4 filles March, trop heureuses de retrouver leur père, préfèrent rester tout près de lui. Et une fois les invités partis, l'heureuse famille se réunit au coin du feu, comme avant.